là, on commence à nous briefer sur qu'est-ce que c'est le CES. C'est-à-dire qu'on passe le mois d'octobre là en mode avec des coachs spécialistes du CES, qu'on en fait plein, qui nous expliquent le CES c'est ça, c'est un événement médiatique mondial, c'est le plus gros salon tech de la planète et vous y allez pour présenter un produit fini, pas un prototype. Et nous on est en mode, mais comment ça, pas un prototype? L'event il est dans 4 mois, on n'a pas de produit. Ok, dans 4 mois, on est en octobre, c'est en janvier, dans 2 mois le truc. Ouais. Et on se dit mais on n'y arrivera jamais en 2 mois, comment on peut avoir un produit industriel fini en 2 mois, c'est impensable. Deux jeunes Français, deux frères ont une idée toute simple, une fixation rotative qui permet de tourner son pied dans l'axe de la planche. Je vais vous faire une proposition. Ok. Pas bien là. Has always been a bit of a dream for us. Cette ans d'histoire, tu les racontes pas en 2 minutes. Hein. La vie est bien trop courte pour la laisser inachevé. Et là, on met en contact avec une personne qui cherche en fait à lancer industriellement des startups, qui est sur Marignane. C'est une boîte qui s'appelle Soream. Son président, c'est Manuel Paris. Je suis Manuel Paris. Je suis le dirigeant de la société Soream qui a accompagné les frères Garneron et le projet Quickset Blackline pendant la période de développement. Et donc je les ai rencontrés en octobre 2018 où ils m'ont posé une équation qui était plutôt sympa. C'est comment on part avec un produit au CES qui fonctionne alors qu'aujourd'hui il ne fonctionne pas, donc 2 mois plus tard. Sauf que quand on va le voir, du coup, on est en octobre, fin octobre. Ouais. On lui annonce tout ça, c'est pour partir au CES. Ouais, janvier. cool. Et c'est quand? Le 1er janvier. De quelle année? Bah là, dans 2 mois. Non mais c'est impossible les gars. La première fois que j'ai vu les frères Garneron, oui, ils avaient les casquettes, ils avaient les suites à capuche, enfin voilà, tout ce qui peut faire peur à un bureau d'études. Moi à ce moment-là, j'avais repris la société en 2015, j'avais cette volonté d'aller travailler avec les startups industrielles et ce qui était un gros enjeu à l'époque, en fait, d'aller travailler avec des structures qui n'étaient pas forcément très bien financées, etc. Mais je voyais en fait le public que je voulais toucher en fait avec cette nouvelle offre. Nous, notre métier, c'est d'industrialiser les produits. C'est-à-dire à partir d'une techno qui a été développée, typiquement qui a été développée par Rémi et Sylvain, qui était cette techno qui permettait en fait de tourner la fixe de snowboard. Nous, ce qu'on leur a amené, c'est le côté industriel. C'est ce qu'on amène en fait à tous nos clients. Aujourd'hui, en fait, on leur amène les standards industriels, c'est-à-dire que leur fixation fonctionnait quand ils allaient l'essayer en station. Par contre, elle manquait de résilience sur le long terme, ce qui va en faire en fait devenir un produit industriel. Donc évidemment, le premier enjeu, en fait, ça avait été de préparer ce premier proto fonctionnel entre guillemets pour le CES. Donc ça a été un petit peu la course pendant 2 mois, trouver les solutions techniques. La deuxième étape que l'on a abordée par la suite, c'était de dire ok, maintenant qu'on a mis la maquette en place, voilà, comment on le fait devenir un produit industriel. Et donc c'est là où on a changé quand même pas mal de choses, en particulier sur les matériaux, sur le design, etc., sur le mode de fonctionnement. On a essayé plein de choses. Je me souviens que Rémi venait souvent nous voir pour justement tester, donner son avis. On échangeait pas mal sur le côté technique. Et l'idée, voilà, c'était vraiment de converger vers ce qu'il y avait de plus mature sur le côté fonctionnement, puisque on avait un produit qui avait un fonctionnement dans de la neige, à basse température, etc. C'est que du coup, à chaque fois qu'on leur faisait un proto avec une nouvelle technologie, on le faisait avec soit du prototypage rapide, etc. On essayait des choses, et eux, ils allaient monter le week-end en station pour aller l'essayer. Et sur cette partie-là, en fait, il y avait toujours le petit texto du week-end, etc. Et c'est-à-dire que même si on n'y était pas présent en station avec eux à ce moment-là, il y avait toujours le comment ça a marché, quoi. Plutôt que de me faire peur, en fait, ça m'a dit ok, ces mecs-là, c'est des mecs qui ont envie, qui sont déterminés. Je pense que ça, personne pourra me contredire là-dessus. Et finalement, moi, je crois que c'est ça le futur de l'industrie, en fait. C'est des mecs qui sont déterminés. C'est pas forcément des gens qui sont dans des grands groupes, etc. C'est des gens qui croient en un projet et qui veulent aller au bout. Et en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, dès le jour 1 où j'ai rencontré Rémi avant de rencontrer Sylvain, j'ai compris qu'ils allaient aller au bout.
Et franchement, Ils ont joué le jeu. ouais, ils ont vraiment joué le jeu. Ils ont vraiment joué le jeu. Et Manu, sur ça, il a été vraiment, vraiment cool. Il nous a soutenus, il nous a aidés. Il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait dans le délai imparti. On reçoit les protos. Moi, j'étais en flip de ouf parce qu'on n'avait rien. Parce que clairement, notre prototype, on pouvait pas partir avec ça. Clairement, on prenait un trop gros risque. On allait se faire pourrir sur le salon. Et on est à une semaine du départ, en pleine vacances de décembre, puisque le salon, nous, on avait les billets d'avion pour partir le 2 janvier. On n'a toujours pas les produits. Fini. Sachant qu'on compte sur le CES pour lancer la dynamique du nouveau crowdfunding. Et on est en pleine campagne quoi. de crowdfunding puisqu'on a fait le film pendant l'été, donc on a toute la campagne qui est écrite, qui est prête, et on va la lancer au moment où on arrive au CES, quoi. Le but, c'est justement de faire le double impact entre le fait qu'on est au CES et qu'on lance la campagne. Comme ça, on se dit, en plus avec le marché américain au CES, on va toucher plus de gens et tout. Donc tout est prêt, sauf qu'on n'a pas de produit. Ouais. Et on reçoit les produits 2 jours avant le départ. Oh, on est comme des fous. Bon, on savait qu'il y aurait des merdes. On est parti avec le poste à il portable. Il y avait des trucs qui marchaient pas bien, mais c'est pas grave. Ouais. Visuellement, en tout cas, le produit faisait le taf. On avait vraiment l'impression et l'illusion que le produit était fini. Alors c'est quasiment fini. Il était pas fini, pas du tout. Mais dans le délai imparti, de toute façon, c'était impossible. Et du coup, on part à Vegas avec ça, quoi. Ouais. Et le CES, le premier CES a vraiment été une intro oufissime parce que on a lancé le crowdfunding en même temps qu'on est parti. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu un espèce de pic médiatique. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Ouais. France 3 qui était venu nous voir. Ils sont passés faire un reportage à la maison. Ils ont diffusé le reportage en même temps. Nous, à ce moment-là, on était dans le garage familial. Faut quand même comprendre qu'on n'avait pas de boîte, quoi. On n'avait pas de local, pas de studio, rien. On était dans le garage de la maison à bricoler, à essayer de faire nos protos, quoi. Là, c'est vraiment le moment aussi où il y a quelqu'un d'emblématique qui va arriver. C'est que du coup, on part au CES. Sauf que nous, on est 2 quiches en anglais. Ah ouais, 2 brels en anglais. Et là, on se dit, on peut pas partir au CES si on n'a pas au moins un gars qui parle vraiment anglais. Et là arrive la personne qui va changer l'aventure pour nous, c'est Ben. Salut, moi c'est Ben, le surfeur de la team et un snowboarder, pas un skieur. AirPod chargé à bloc, je prêt pour virer dans la ville. En vélo ou en skate, peu d'importance tant que le son brille. Y'a peut-être des fautes dans mes textes, mais quand je le pose ou l'explique, t'inquiète pas, j'avoue, je m'applique là. Wouhou! À la base, je connais Sylvain de l'école primaire, c'était le meilleur pote de l'école primaire. Après, on s'est un peu perdu de vue parce que j'ai déménagé. Moi, là, j'étais basé ensuite à Barcelone, j'ai géré une auberge. Et un jour, il m'appelle pour me dire faudrait que tu poses des vacances, on part au CES de Las Vegas. Et là, on part au CES de Las Vegas. On se retrouve d'ailleurs tous à Londres, dans une chambre d'hôtel toute petite. On se serre un peu les coudes. On prend un petit déj à l'arrache, un petit déj bien anglais, tu vois. D'ailleurs, je pense que les frères, ils avaient pas trop kiffé les petits déj anglais, avec le bacon et les beans et tout ça. Et après, de là, on part dans l'avion et c'était action, quoi. Donc on a parlé du Quickset, de Blackline, du moment où on a mis le cul sur l'avion jusqu'à ce qu'on est sorti du CES, quoi. Et après, dans l'avion, donc après, on avait une escale, il me semble, à Miami. On arrive, bon, déjà on blague que voilà, vu que c'est les US, on va se prendre des fouilles dans des endroits où on n'a vraiment pas envie de se faire fouiller. Et on arrive, il fallait qu'on récupère nos valises pour les remettre ensuite pour le deuxième vol, parce que c'est notre compagnie aérienne. Quand on va récupérer les valises, toutes les valises ensemble dans le hall, puis loin de la salle, il y a ma valise toute seule avec un flic et un chien. Ouais. Là, j'avais les boules là. Là, j'étais pas bien là. Mais au final, non, ça s'est bien passé, plus de peur que de mal, pas de fouille anale. Continuons, destination Vegas. Et là, c'est le début de la grosse aventure. Pneus, lisses, route enneigée, départ précipité pour partir en virée. Sans destination, avec la musique à fond, en recherche de sensations. Alors on est bien là. Je regarde le paysage qui défile le long de la caisse. J'enchaîne quelques virages, fais le plein, passe à la caisse. Je prévois de faire des pas. Oui, c'est mes merveilles. Trop belle est la vue et c'est rare d'être. Ça bien là? Mec, il y a une luminosité, c'est de la bombe. Ça, c'est des sportifs professionnels. Daron sur un banc, surveille les enfants joueurs. Trop de voitures en galère, aucune à mon savoir-faire. Les pneus ils patinent, je vois pas trop ce qu'ils s'imaginent. En retard pour rien faire, c'est mort pour donner la main. Clairement autre chose à faire, demi-tour au frein à main. Et après la Vegas c'était vraiment incroyable. On a rencontré énormément de monde. Le Quickset on avait déjà un peu fonctionnel. À la date, voilà, on pouvait démontrer comment ça marchait avec un peu
mise en scène, on va dire. Mais l'idée était concrète, les gens comprenaient ce qu'on faisait là. Ouais, puis on sorti. a fait un beau pic médiatique du coup sur place. Ouais. Le produit a plu aux gens qui passaient nous voir, tous les gens qui venaient, ils étaient grave intéressés. Et comme on était en pleine campagne de prévente à ce moment-là, du coup ça a accéléré la dynamique des ventes. Donc ça part relativement vite, ça fait une vingtaine de jours qu'on est ouvert, on a déjà vendu plus de 300 produits. Donc on est assez content et en plus aujourd'hui au salon ça back bien, on a pas mal de clients qui nous commandent, ils prennent leur téléphone, ils partent et puis ils commandent après derrière et donc c'est assez cool. C'est ça. Et ouais, on ressort du salon, on fait, je sais plus combien on fait là de ventes sur le salon, mais on est à 400 ou 500 ventes sur le salon de précommande, c'était énorme. Pour nous c'était ouf. Donc là on est à Vegas avec Ben, mon frère en rentré un peu dans le stand, moi entre deux, tu vois, qui essaie d'éponger Ben quand je peux. Et Ben il enchaîne, contact sur contact, plus ou moins qualifié. Et là je le vois parler à une femme pendant un bon moment, je comprends pas trop de quoi il parle. Et il vient me voir, une fois qu'il a fini de discuter avec elle, il me dit improbable, c'est une représentante de Disney Productions pour l'émission Shark Tank. In 8 years, with over $87 million invested in the tank thus far, Shark Tank businesses have generated hundreds of millions in sales. We have a lot of brain power here. We even got a few sharks. Shark Tank's become an American phenomenon, and the support of the president just goes to show you that the American dream is alive and well. Et elle nous demande si on serait intéressé de présenter nos produits, le Quickset, l'aventure, l'histoire. Là, après petite discussion en arrière-plan en français, on se rend compte que clairement on n'est pas prêt. De là, on a nos premiers contacts, les premiers retours, et ensuite on fait un peu le tour, on fait un voyage, un road trip aux US pour montrer sur les stations et essayer d'avoir un retour sur un marché complètement différent par rapport aux Français et l'Européen. Voilà, et puis après les US, quoi, on en a pris plein la poire quand même de découvrir ce pays pour la première fois, reconnaître quand même pas mal de choses, pas si dépaysant que ça, parce qu'en fait on a tout vu dans les films, quoi. Puis Hollywood, quand on se rend pas vraiment compte en fait jusqu'à Repentigny, tout est démesuré, les voitures sont énormes, les boulevards sont énormes, les hôtels tout est grand, même les gens. À part ça, l'event était quand même dinguissime et on est rentré, on était des étoiles plein les yeux, on avait vécu un événement de fou entre famille, potes et en même temps futurs employés, associés, tout ce que tu veux, le projet devenait vraiment concret. Donc là à ce moment-là on se rend compte quand même que la dynamique marche très très bien entre les frères Garberon et moi, qu'on travaille bien ensemble, qu'on a le même état d'esprit. Moi là-bas je viens plus du surf, mais le snowboard j'ai tout de suite bien appréhendé la chose. J'ai appris assez vite et franchement j'adore ces genres de sensations et que du coup cet état d'esprit un peu rider mais bosseur a tellement bien marché que c'est vrai que quand je suis parti, Sylvain m'a dit tiens-toi prêt parce qu'à tout moment on t'embauche en tant que salarié quoi, à temps plein et qu'on continue l'aventure tous les trois, donc je serai potentiellement le premier à rejoindre l'aventure Blackline quoi, officiellement. Quelques mois après on rentre et on est contacté par mail, la responsable du casting de l'émission française qui du coup allait s'appeler Qui veut être mon associé, nous contacte en nous disant voilà j'ai eu votre contact quand vous étiez au CES, votre projet est vraiment intéressant pour nous pour l'émission, est-ce que ça vous intéresse? Nous on n'a pas réfléchi 2 secondes, on s'est dit ouais là il faut une opportunité de fou. On était en pleine période de levée de fonds, c'est-à-dire que ça faisait déjà depuis le mois de janvier au retour de CES qu'on essayait de trouver des fonds dans la région avec des mecs qui allaient investir chez nous. Donc là c'était une émission qui était dédiée à ça, on s'est dit là c'est parfait, le créneau, le timing, tout était nickel. Donc on a foncé pour faire cette émission quoi, là c'était... Et en gros on se dit bon on a 6 mois là jusqu'à cet été pour trouver d'autres investisseurs parce qu'on connaissait, du coup on s'était renseigné, on connaissait le concept de l'émission et on sait que les mecs sur le principe c'est un peu des requins, ça s'appelle pas Shark Tank pour rien la base du truc. Donc là on sonde tout notre réseau, les gens auprès de qui on avait fait des concours, auprès de qui on avait passé des comités, etc. Des investisseurs régionaux, des business angels, etc. Et on a tout fait, des comités en pagaille et rien. Flop sur flop, on comprend pas. Là c'est une phase. La réalité c'est ça, c'est qu'on comprend pas. Là on comprend pas. Parce que les gens sont ultra emballés par le projet, ils nous appellent pour venir pitcher, parce qu'ils sont convaincus que dans leur jury il y a des mecs qui vont vouloir investir et tout. On fait les pitchs,
Et les mecs sont là à la fin du pitch ultra emballés, ouais ça a l'air génial, machin. Et en fait on reçoit des réponses 3 semaines après, 2 semaines après, où ils nous disent non finalement on n'y va pas. Ouais. Et là ça dure pendant 6 mois. Et tous les mois qui passaient on se disait mais on va vraiment arriver à la mission sans zéro investisseur. Et on voyait la trésor qui commençait à descendre parce qu'on avait fait des dépenses, le produit fallait continuer à le développer, il y avait des gens qui attendaient qu'on livre un produit puisqu'on avait fait une campagne de crowdfunding, donc il fallait que le produit il avance quoi, donc il fallait mettre des sous. Et en même temps, ce produit il fallait le breveter et le brevet ça coûtait extrêmement cher. Oui parce que pour les investisseurs sans brevet il y avait rien. Là on a passé toute la phase sur les brevets quoi. Du coup on a fait des recherches, on a déposé des brevets, on a commencé par le brevet français, une fois qu'il a été validé on est passé sur les brevets internationaux pour couvrir un public plus large quoi. Mais sans ça les investisseurs ils y allaient pas. Donc, et toutes ces choses-là, quand tu multiplies à la fois le développement sur le projet plus le coût des brevets, ça représente des sommes qui sont vite très très élevées. Quoi. Quand t'as quelques centaines de milliers d'euros. On était parti avec nos 100 000 euros de départ qu'on avait déjà bien utilisés pour faire avancer tout le projet. Là, on venait de prendre à peu près 50 000 euros de précommande. On était sur un budget qui était très 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 faible pour un projet industriel de cette envergure-là. Donc ça suffisait pas du tout. Quoi. Et donc on se retrouve un peu au pied du mur, au lancement de l'émission. On se dit, en fait, c'est notre dernière cartouche. Quoi. Donc on arrive à l'émission vraiment en mode... si ça passe pas... Si on n'arrive pas à convaincre quelqu'un à l'émission, on n'a plus de solution. Quoi. Rémi et Sylvain doivent absolument réussir à convaincre les investisseurs pour ne pas mettre la clé sous la porte. Pour eux, tout se joue maintenant. Bonjour. Bonjour. On se déséquipe un peu. Bonjour les investisseurs. Moi c'est Sylvain, à mes côtés mon frère, Rémi. On est fondateur de Blackline. Blackline, c'est une société qu'on a créée pour révolutionner les sports de glisse. On vous demande l'équivalent de 80 000 euros pour 10%. Par contre, le gros quand même bordel qu'on s'est frappé, c'est qu'on tourne le truc sur les plateaux en combi de ski. On était à Paris, période de canicule, plein mois de juillet. Nous, en tenue de ski complète, masque, casque, les boots, tout. Mais on était en nage dans la combi, on n'en pouvait plus. Ah ouais, c'était chaud. Et on a dû tourner, je pense. On a commencé les prises de vue avec eux, ça devait être, je dirais, 14h. Et on a fini sur le plateau devant les invests. C'était genre 17h, 18h. Ouais, on était un des derniers projets à passer. Donc on a passé 4 heures en plein Paris, en combi. On était en train de mourir. Et là, ça commence assez... ça commence compliqué parce qu'on est sur le plateau, du coup, face aux invests. Une armée de caméras. Enfin, nous, on n'avait jamais fait de plateau télé. Ouais, donc là, on découvre ce que c'est la télé. C'est chaud, Il y a une armée de caméras face à nous qui est là, les yeux rivés sur toi. Donc, grosse pression. Du coup, on est là un peu... ok, bon, ça commence bien. Et puis, ça s'enchaîne. Un autre qui dit non. Et puis encore un autre qui dit non. Et là, on se dit, ouais, ok, bon, c'est fini, quoi. Donc, je vais pas pouvoir vous suivre. Je vais devoir passer. Et là arrive Eric. Je rare les insomnies, je me dégomme bien moins les soirs. Ça me permet de vivre ma vie, puis je me couche un peu moins tard. Voir un peu plus les potes, sortir un peu de ma grotte. Lever le pied sur le taf, le médecin m'a dit de faire gaffe. 80 heures par semaine, vie rythmée bien loin d'être saine. Ça n'en vaut plus la peine, je vois les effets de la trentaine.